Clapotis pour découvrir une nouvelle explication linéaire et en particulier nous allons aujourd'hui nous intéresser à l'œuvre de l'abbé Prévost Manon Lescaut. Le texte que nous allons préparer et travailler ensemble se situe dans la première partie du roman. Pour votre introduction générale, il conviendra donc de présenter l'objet d'étude, bien sûr le roman, le parcours associé qui s'y rattache, et puis ensuite vous allez présenter assez brièvement l'auteur, l'œuvre dont il est question, et surtout vous allez contextualiser le passage que vous allez étudier. Ici il s'agit de la première rencontre entre Des Grieux et Manon Lescaut, rencontre perçue comme un élément perturbateur et le point de départ du mécanisme tragique en quelque sorte. Surtout, ce que vous allez montrer dans votre introduction de façon synthétique, c'est qu'ici on a affaire à un topos, c'est-à-dire un épisode attendu de scène de première vue et de coup de foudre, et on va surtout essayer de montrer comment de façon habile l'abbé Prévost détourne ce topos en montrant une sorte d'ambiguïté sur ce que sont véritablement les personnages en question. Ainsi, le projet de lecture pourrait être le suivant comme vous le voyez apparaître: comment l'abbé Prévost fait de ce coup de foudre un moment clé du roman, mais aussi comment cet extrait participe-t-il au plaisir complice du lecteur pour ces deux personnages que l'on pourra qualifier de libertins en devenir. N'oubliez pas d'annoncer les mouvements. Ici, vous verrez au gré de l'explication qu'on peut en dégager 3 significatifs. Et bien sûr, vous terminez cette introduction par une lecture expressive. N'oubliez pas que celle-ci étant notée, il faut donc bien la soigner. Intéressons-nous donc au premier mouvement qu'on pourrait qualifier comme étant celui qui permet d'installer un cadre spatio-temporel banal et réaliste. Comme vous voyez sur l'écran, donc j'ai délimité le passage en question. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? La narration est d'emblée à la première personne et nous plonge ainsi dans la subjectivité de Des Grieux. Ce regard rétrospectif est avant tout marqué par le regret, procédé qui participe d'une dramatisation qui vise tout de suite à susciter l'intérêt du lecteur. Intérêt d'autant plus marqué par l'interjection « hélas » qui renforce cet aspect tragique, et la tournure exclamative accentue l'émotion et le regret du narrateur. D'ailleurs, le plus que parfait appuie déjà d'emblée cet aspect, et le conditionnel passé montre le caractère irréversible des conséquences de ce qui s'est passé. L'expression « toute mon innocence » insiste sur cette idée de non-culpabilité. Mais de quoi, on ne sait pas encore, mais le narrateur porte un jugement critique qui vise déjà à le défausser de quelque chose. Alors ensuite, on nous présente son ami Tiberge et on peut émettre à ce moment-là déjà une hypothèse dans le cadre du roman. Il va sûrement s'agir du personnage secondaire que l'on appelle adjuvant, c'est-à-dire celui qui va aider le personnage principal. Est-il encore héros d'ailleurs? On va se poser la question. On suppose que ce personnage adjuvant va porter secours ou du moins accompagner le personnage principal, en l'occurrence ici Des Grieux, dans les péripéties qui l'attendent. Ensuite, le roman, ou plutôt le récit ici, débute véritablement avec le recours au passé simple qui marque une action de premier plan. Le cadre spatio-temporel est mis en place et c'est un cadre réaliste que nous découvrons ici, car après l'évocation d'Amiens, nous avons la référence d'Arras qui ancre d'emblée l'histoire dans ce que l'on appellerait aujourd'hui les Hauts-de-France. L'ancrage géographique et l'évocation de détails comme le coche, l'hôtellerie, ou encore l'utilisation du présent, descendre, qui suggère un présent d'habitude, renvoie somme toute à la vie quotidienne d'une ville de province. Et l'arrivée du coche, avec l'utilisation du passé simple, constitue donc une sorte d'action de premier plan. Vous notez les sorties, retirèrent, le verbe de mouvement nous les suivîmes, suggère que les deux protagonistes changent de trajet. On remarque « étant à me promener », et ce changement de trajet est en apparence anecdotique, comme le narrateur souligne, pas d'autre motif que la curiosité. Ce changement de trajet annonce qu'il s'agit d'un élément perturbateur, et notez d'ailleurs que nous avons une tournure restrictive, et celle-ci d'ailleurs a comme objectif d'insister sur le terme curiosité, comme s'il pouvait être soupçonné d'en avoir d'autres. Le narrateur semble déjà se justifier l'innocence de ses motivations, et la curiosité est comme ici une
réécriture ironique du péché originel, hein. Souvenez-vous de la tentation, la curiosité qui a causé la perte d'Adam et Ève. Le narrateur joue ici avec ce petit clin d'œil. On a comme une sorte de tragédie annoncée, avec cette curiosité qui va emballer l'histoire, mais une tragédie qui va être déjà détournée par le narrateur. On va revenir tout à l'heure. Alors les verbes au passé simple signalent l'apparition des femmes, mais aussi leur disparition presque immédiate. L'adverbe aussitôt renforce cet effet. On note deux actions qui se déroulent en même temps, suggérées par la circonstancielle de temps pendant que, et le verbe s'empresser renvoie à une action effectuée avec rapidité, alors que la femme en question effectue un mouvement inverse. Elle est immobile, hein, et ce contraste met en valeur son immobilité face à l'effervescence générale. On voit alors comment le lieu banal, au premier abord, devient comme une scène de théâtre pour laquelle, pour le moment, le narrateur et son ami semblent être juste des spectateurs extérieurs. En même temps, ce qui frappe, c'est qu'on a presque ici un archétype théâtral, la jeune fille innocente accompagnée de son vieux surveillant. C'est une arrivée digne d'une héroïne tragique, mais le sera-t-elle véritablement ? Intéressons-nous à présent au deuxième mouvement qu'on pourrait qualifier comme étant la mise en scène théâtrale de la rencontre. Alors ici, nous avons affaire à vraiment ce que l'on appellerait le fameux topos, c'est-à-dire le thème du coup de foudre. En effet, on retrouve le lexique de la vue qui met en valeur la beauté, la jeunesse de Manon. On a aussi le lexique hyperbolique de la passion qui rappelle aussi quelque peu celui de la préciosité, de la tragédie du XVIIe siècle. Là, on a les termes transport, flamme, et cela suggère une attraction irrésistible. Et on a aussi la périphrase ma maîtresse, la maîtresse de mon cœur, qui montre d'emblée, juste à sa vue, que Des-Grieux la place sur un piédestal. Et pourtant, il ne l'a qu'entrevue quelques secondes. Le déterminant possessif, la maîtresse de mon cœur, suggère aussi comment il va quelque part souhaiter faire sien cet inconnu. Et donc ça suggère la passion future qui va le dévorer. Alors, mais encore une fois, ce qui est étonnant dans ce passage, on a certes le coup de foudre, mais Des-Grieux insiste lourdement sur son innocence de l'époque. Il se présente comme un garçon sage, inexpérimenté, tellement inexpérimenté qu'il est plongé dans son innocence presque enfantine, voire angélique, et tellement innocent qu'il ne voit même pas, comme il dit, la différence des sexes. Or, cela contraste avec son attitude qu'il nous décrit face à Manon. Il n'est pas si innocent, voir son attitude audacieuse d'aller lui parler, d'aller parler à une inconnue. Et le passé simple suggère cette audace par la brièveté et la rapidité de son action. Il semble se justifier, le narrateur avec son regard rétrospectif, il semble se justifier de ses fautes ultérieures en insistant tellement lourdement sur son innocence, sur la fatalité de la passion qui s'écrase sur lui, qu'on finit par se poser déjà des questions. Innocent à se poser cette question parce qu'il semble avoir bien engagé la conversation sans trop se poser de questions. Alors le troisième passage, le troisième mouvement, on pourrait le qualifier d'un dialogue ambigu, et on va voir pour quelles raisons effectivement ce dialogue peut poser question au lecteur, et c'est là où on va devenir complice, on va s'amuser de ce coup de foudre qui finalement n'est pas un coup de foudre si innocent que cela. Alors après la fascination à la vue de Manon, Des-Grieux engage un rapprochement physique, si on peut dire ainsi, il entame un dialogue avec celle-ci, et cet échange va surtout, nous, lecteurs, nous permettre de découvrir les véritables raisons qui amènent Manon au couvent. La phrase marquée par la subordonnée de concession, quoique, met en place un paradoxe qui renvoie à son comportement, sans paraître embarrassée, qui ne peut s'expliquer que par la précocité, si vous voyez par rapport à quoi, la précocité de Manon. Elle est présentée comme, c'est évident, une libertine incontestée. On est loin là de l'héroïne tragique innocente, accablée par son destin. On remarquera tout d'abord le recours au discours indirect, je lui demandais, consacré à la question posée à Manon, puis
une autre réponse, elle répondit, un autre recours justement au discours indirect. Alors cela donne un effet de rapidité, et puis l'adverbe ingénument suggère une forme de naïveté, d'innocence, mais que le lecteur a déjà mis en question précédemment. Justement, vu cette phrase précédente qu'on vient d'évoquer, quoique. Alors la construction passive était envoyée, renforcée un peu plus loin par la tournure, on l'envoyait au couvent, renforce sa soumission, et puis le pronom indéfini on renforce la posture des parents décisionnaires. Elle subit l'action, on l'envoie au couvent, elle n'a pas d'autre choix, mais aussi ce on pourrait renvoyer à un groupe plus large que sa famille. C'est l'ensemble de la société qui semble imposer ce choix de réclusion religieuse. Cet obstacle, qui risque de conduire d'ailleurs à la séparation des jeunes gens, est envisagé par des grilleux comme, il le dit, un coup mortel pour mes désirs. On voit déjà cette façon de ces tournures hyperboliques, exagérées. Il dramatise encore de façon excessive la situation, et cette attitude excessive laisse présager bien sûr une transgression pour faire opposition à ce projet. Des grilleux se présentent ici, seuls contre tous, prêts et contraints à agir pour cette belle jeune femme qu'est Manon. Le passage « Je lui parlais » est ici un discours narrativisé, et c'est un avantage d'un point de vue de l'écriture, car il permet de ne garder que la teneur du propos. La réponse de Manon est alors proposée au discours indirect libre, c'était malgré elle qu'on l'envoyait, le malgré elle laisse supposer que c'est Manon qui dit cela, et donc on voit ce discours indirect libre dans une proposition juxtaposée qui donne l'impression d'un flot de paroles continu. Et nous comprenons alors les raisons de sa venue. La fameuse phrase qui parachève le portrait supposé de Manon, son penchant au plaisir qui s'était déjà déclaré. Formidable litote pour suggérer que Manon a déjà bien profité des plaisirs de la chair malgré son jeune âge. On remarque alors qu'elle ne semble pas indiquer pour autant une attirance physique pour des grilleux de son côté, ce qui n'est pas le cas, vous l'avez compris, pour des grilleux qui est déjà ici bien troublé. Le lecteur est alors plongé dans un jeu d'hypothèses qui l'amuse d'emblée, et on voit bien comment ce coup de foudre, qui aurait pu être classique ou en référence à la tragédie classique, est ici bien détourné. Manon, première question qu'on se pose, est-elle vraiment sincère? Est-elle naïve? Obéit-elle à sa nature sans malice? Obéit-elle à ses parents? Ou est-ce qu'elle est déjà en train de manipuler des grilleux, le voyant comme une porte de sortie? Des grilleux est-il si naïf qu'il se présente? Les deux, au-delà d'un coup de foudre stéréotypé, ne sont-ils pas en réalité deux jeunes libertins en puissance pour lesquels nous allons découvrir leurs péripéties malheureuses, comme l'indique la prolepse, qui est bien mise en évidence à la fin de notre extrait par le narrateur. Prolepse qui semble déjà justifier, au demeurant, toute absence de culpabilité de la part de des grilleux pour la suite des événements que l'on n'en va pas tarder à découvrir. Alors si on avait à résumer ce premier extrait étudié dans l'œuvre de Manon Lescaut, en fait, il faut lire deux types de lecture ici. En apparence, on a bien affaire à un récit d'un coup de foudre, d'un amour qui s'annonce compliqué, du moins impossible, et qui, sans nul doute, causera la perte des héros. Mais aussi, ce qu'il faut retenir, c'est que l'auteur joue avec les codes du topos de la rencontre amoureuse, pour maintenir un questionnement auprès du lecteur qui va s'interroger sur leurs véritables intentions, mais on comprend en filigrane que l'on a affaire en fait à des personnages de jeunes gens libertins. On n'est plus dans la tragédie du XVIIe siècle, on est dans un monde matériel, bourgeois du XVIIIe siècle, sensuel et guidé par ses passions inavouées ou inavouables. Et c'est ça ce qu'il faut mettre en évidence ici, et c'est là où le plaisir du lecteur est double. Au premier degré, on s'étonne, on s'émerveille de cette rencontre improbable, et on découvre cet amour passionné qui s'annonce
m'annonce déjà ici, mais au second degré, on s'amuse en fait de la façon dont l'abbé Prévost détourne les codes de ce topos. On découvre aussi la fausse naïveté du jeune homme qui a été des Grieux, et on a cette double écriture hein, avec le regard rétrospectif des Grieux plus mûrs, plus âgés. Et en fait, cette double ironie ou ce décalage permanent, on va se rendre compte que on la retrouve dans d'autres passages de Manon Lescaut, en particulier dans l'autre épisode qui se veut lui aussi le topos, la réécriture hein, d'un topos dramatique. Ici, la fameuse évasion de la prison. Quand justement des Grieux hein, sort et s'évade, et on a une évasion qui pourrait être romanesque, pathétique, dramatique, mais en fait qui va devenir somme toute des plus burlesques, puisque des Grieux va sortir de la prison fesses nues, prêtant son pantalon à Manon. Et donc on voit bien aussi, on découvre nos personnages, mais on découvre aussi l'amusement de notre écrivain si singulier qu'est l'abbé Prévost. Voilà pour cette explication détaillée et qui, j'espère, sera suffisante pour les fameuses 10 minutes pour l'oral. Et je vous dis donc d'ici là à très bientôt sur Clapotis pour découvrir d'autres explications linéaires en vue de votre épreuve orale du bac de français.